Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre nouveau webinaire dédié à Calliope pour le nouvel entrant depuis la publication de l'arrêté du 31 mai. Avant de démarrer, 5 gestes pour un webinaire réussi. Le premier geste, pensez à mettre votre téléphone sur silencieux pour éviter d'être perturbé par la sonnerie. Deuxième geste, pensez à couper votre micro dans le cas où vous serez amené à parler. Le troisième geste, pensez à ne pas parler pendant le webinaire au cas où votre micro serait amené à s'activer. Le quatrième et le cinquième concernent la partie questions-réponses. Vous avez à votre disposition l'outil chat qui vous permet d'interagir avec nous tout au long du webinaire. Je vous invite d'ailleurs à l'utiliser pour nous indiquer si la qualité du son et de l'image est bonne. Super, très bien. Apparemment, la qualité est bonne. Merci Sandrine Poulain. Le son parfait, image pas trop. Est-ce que vous nous voyez bien? Apparemment, l'image n'est pas correcte. On va voir pour l'image, mais en tout cas, vous nous entendez bien. Donc, merci à vous pour vos retours. Et le cinquième geste porte sur, en effet, la partie questions. Et donc, vous pouvez tout au long nous poser vos questions via l'outil chat, comme je l'ai indiqué, et nous répondrons donc au fur et à mesure aux questions d'ordre général. Et pour toute question spécifique, notre service est à votre écoute. Aujourd'hui, je suis avec François Galinou et Sarah Maillet. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis le président d'ICPF. Je travaille à ICPF depuis 2005, voilà, je suis entrepreneur depuis 90. J'ai travaillé depuis 2005 à l'AFNOR et à l'ISO sur des normes françaises et internationales en matière de qualité de formation. Et je suis très content d'être avec vous pour cette heure de webinaire. Et je passe la parole à Sarah. Merci François. Merci François. Bonjour à tous. Donc, je suis Sarah Maillet, je suis la directrice technique de ICPF. Je suis chez ICPF depuis 2019 et dans le monde de la qualité depuis maintenant 10 ans. Et chez ICPF, en tant que directrice technique, j'ai pour mission de contrôler et d'organiser tout ce qui concerne les activités d'audit. Donc, j'ai moi-même effectué des audits et supervisé également toute l'activité de plus de 6000 audits à ce jour. Merci François. Et donc moi-même, merci Sarah, pardon. Kainene Amouzougan, directrice communication de ICPF. À ICPF depuis 2014, après un MBA en communication et un master en management de projets technologiques. Donc j'interviens sur toutes les activités qui ont pour objectif de développer l'image de marque, la notoriété et surtout la valorisation de vos certifications. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui aussi nombreux. Le webinaire va se dérouler en 5 temps. Le premier temps, nous allons vous présenter ICPF, où est-ce que nous en sommes et quelles sont les valeurs que nous vous apportons. Le deuxième temps, nous allons donc approfondir l'après Calliope, quelle est la vision et les opportunités. Le troisième temps, nous aborderons l'arrêté du 31 mai, quels sont les changements attendus au 1er septembre. Et le quatrième temps, on focus donc sur le cas du nouvel entrant dans l'arrêté du 31 mai. Cinquième temps, donc nous répondrons tout au long du déroulement du webinaire à vos questions, mais nous prendrons vraiment un temps dédié d'un quart d'heure minimum, mais jusqu'à 15 heures pour répondre à toutes vos questions. François, quelles sont les valeurs qui différencient ICPF des autres organismes certificateurs? Alors, ICPF est un pionnier de la qualité de la formation et ICPF reste et est toujours acteur du champ de la formation professionnelle. Alors, le point le plus différenciant aujourd'hui par rapport à nos 33 confrères, c'est la plateforme digitale.
aujourd'hui, c'est la version 3, Noev 3, et au 1er octobre, vous allez tous pouvoir bénéficier de Noev 4, sur lequel on travaille depuis 1 an et demi, et qui va transformer votre parcours et l'enchanter encore plus. Voilà. Alors après, l'autre point différenciant, c'est qu'on a choisi d'avoir une équipe d'auditeurs salariés, ce qui est un point original aussi, puisque nos confrères ont recours à 100% de sous-traitance, sauf des cas particuliers. Voilà, nous, on a un noyau dur de 17 auditeurs salariés, et pour les zones où qu'on ne couvre pas, on utilise des sous-traitants, ou en cas de, quand il y a des demandes ponctuelles supérieures qui ne sont pas pérennes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est 17 auditeurs salariés répartis sur toute la France. Enfin, alors après, il y a on est les seuls à avoir un service client. Je me rendais compte que vous aviez beaucoup de questions, qu'il fallait les traiter. Et donc, j'ai, excusez-moi, j'ai été dérangé. Comment dire, on a mis en place un service client donc vous pouvez poser des questions, on répond à vos questions par écrit, et on trace la question et la réponse. Voilà. Alors ensuite, on a aujourd'hui une offre qu'on va détailler plus tard, mais globalement, une offre de certification de personnes, voilà, qui est notre offre, je dirais, d'origine. On est centré sur le formateur indépendant ou le formateur salarié en tant que personne. Ensuite, Calliope, qui est une opportunité qu'on a saisie après celle du CNEFOP Datadoc, où on a fait la différence, puisqu'aujourd'hui, on est le leader de la certification Calliope en France, en nombre de certifiés. Voilà. Et enfin, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais on met en avant aujourd'hui 2 certifications ISO dans le domaine de la formation professionnelle qui vous permettent d'aller plus loin dans vos démarches qualité. Pour terminer, on a pris conscience progressivement avec l'expérience de l'importance du fait que les organismes de formation et les formateurs lancés en démarche qualité montent en compétences ensemble et travaillent ensemble. Et donc, on a créé des espaces qui vous permettent de vous rencontrer et d'échanger. Donc là, on met en avant le club DBE, mais on a aussi nos événements trimestriels, ICPF Networking, qui vous permettent de vous rencontrer. Alors, notre offre aujourd'hui, nos 9 offres aujourd'hui, quelles sont-elles? Alors, avant la certification, on a ce qu'on appelle on a 2 options. Le pré-audit qui vous permet de vous préparer sans avoir recours à des consultants. Voilà, bon, parce que quand on est sur les réseaux sociaux et par exemple sur LinkedIn, on a l'impression que c'est impossible d'obtenir la certification Calliope sans accompagnement, alors qu'en fait, nous, plus de 80% de nos clients le font sans accompagnement. Et la meilleure façon de se présenter, de se préparer, c'est le pré-audit, voilà, qui permet d'échanger avec un auditeur dans une ambiance plus décontractée. Voilà. Et enfin, on a une option qui permet de préparer son dossier de manière rigoureuse, qui est l'option élaboration. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui avant la certification. Alors ensuite, on a nos 4 offres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors après la certification, vous avez l'extension, la surveillance et bien entendu le renouvellement, et aussi le transfert de certificat dans la mesure où vous pouvez, alors ça on en a aujourd'hui de plus en plus, vous pouvez transférer votre certificat depuis un autre certificateur chez nous. Et bon, inversement, ce qui est plus rare, mais vous pouvez le faire aussi, c'est-à-dire que vous pouvez transférer votre certificat chez un autre certificateur. Merci François. Et donc, on va passer à l'après Calliope. Quelle est la vision ou les opportunités qui sont dans l'après Calliope? Déjà, qu'est-ce que l'escalier de la qualité et comment le gravir, François? Alors, vous avez cet escalier de la qualité aujourd'hui se déplace parce que je dirais que même avec la réforme CNEFOP Datadoc, finalement, on a aujourd'hui, et cet arrêté d'ailleurs marque un changement majeur dans la stratégie de l'État français. Alors,
au départ, pour la formation, on demande un engagement. Cet engagement se matérialise par ce qu'on appelle le numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire que la première étape, je dirais qui est une première étape théorique, c'est la deuxième marche, c'est le numéro de déclaration d'activité. Et aujourd'hui, la deuxième marche, et cette marche est unique, c'est Calliope. Alors ça, c'est une grande simplification par rapport à ce qu'on avait avant, et ça vient même en fait impacter le fameux NDA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouvel entrant découvre qu'il y a un numéro de déclaration d'activité après la certification Calliope. Et donc, il va vers la certification Calliope, et là, on lui dit, il faut un NDA, et donc après, il fait sa démarche. Donc, ces deux marches sont très étroites et vont certainement fusionner à terme. Ensuite, vous avez une troisième marche aujourd'hui spécifique à la France, qui est le fait de dérouler une offre de formation certifiante pour que vos stagiaires puissent utiliser leur CPF. Hein. Et donc là, aujourd'hui, après il y a eu beaucoup de flou et sur ce dispositif. Et donc aujourd'hui, il apparaît de plus en plus nettement qu'il va y avoir d'une part des certificateurs professionnels qui vont délivrer des certifications et les organismes de formation qui ne seront pas forcément des certificateurs professionnels, c'est-à-dire que il n'y a pas d'alternative pour aller vers il y a une alternative qui consiste à soit avoir ses propres certifications, soit être habilité par un certificateur. Et la véritable voie, c'est d'être habilité par un certificateur professionnel pour pouvoir offrir une formation que le stagiaire puisse faire financer, stagiaire qui serait un particulier. Et donc là, l'effort à faire pour ces organismes de formation, c'est d'aller chercher, d'être organisé pour trouver des salariés ou des demandeurs d'emploi, des particuliers, des personnes physiques, et de les faire rentrer dans les parcours de formation. Alors après, en tant qu'organisme, ou formateur, il y a deux marches qui sont aujourd'hui des marches volontaires. Alors, une marche volontaire en qualité ne le reste pas longtemps, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a une autorité qui va l'imposer. Donc, cette autorité sera soit l'État, soit des grands organismes de formation. Donc, la quatrième marche, Néné, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? La quatrième marche, ce sera, je te vois les bras croisés. La quatrième marche, ce sera la certification ICPF Pro, donc qui est une certification de personne. Donc, aujourd'hui, vous avez des organismes de formation. Alors, Calliope a un peu tout le bouleversé parce que pendant un moment, et nous les premiers d'ailleurs, on n'a vu que ça. Hein. Aujourd'hui, la certification ICPF Pro qui représentait 100% de notre chiffre d'affaires, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires, mais on voit aujourd'hui qu'on a des demandes. La vague Calliope, elle est passée, et maintenant, les organismes de formation se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire pour améliorer la qualité globale de leur service en jouant sur la composante intervenant. D'une part, de par les pressions de Calliope, de par les pressions de l'État aussi qui veut du résultat. Et donc, on a des demandes qui émanent de grands organismes de formation, des demandes qui émanent aussi de formateurs indépendants qui veulent se mettre dans une voie en tant qu'intervenant qui garantit la qualité. Et la cinquième marche, en fait, c'est la marche internationale, mais c'est aussi la marche du système de management. Calliope, c'est un processus, hein, ça certifie un processus, donc il n'y a aucune exigence par rapport au système de management, à l'organisation que vous pouvez avoir mise en œuvre en interne. Et donc là, il y a deux types de normes. Hein. Il y a la norme ISO 9001 qui est le standard du système de management que tout le monde connaît, qui en formation a pas forcément très bonne réputation parce que l'adaptation de l'ISO 9001 à l'organisme de formation est un travail de spécialiste et beaucoup ne le sont pas. Beaucoup de consultants qui ne le sont pas, donc il y a beaucoup d'échecs. Voilà. Et après, on a une norme ISO sur le modèle de l'ISO 9001 qui est la 21001, donc qui elle a pour avantage de faire reconnaître votre organisme à l'international comme organisme de formation. Voilà, donc ça c'est la finalité de cette norme. La formation professionnelle, c'est un domaine assez spécial où la France, on a une politique qui fait que les organismes de formation, c'est tellement complexe, l'administration, il y a aussi beaucoup d'argent, mais c'est très complexe.
et surtout c'est très spécifique, ce qui fait que les organismes de formation en France sont centrés sur le marché français. Les grandes directions de formation dans des grands groupes comme L'Oréal, il y a une direction formation France et une direction formation internationale. On a fait quelque chose de spécifique, et de ce fait, les organismes de formation sont peu exportateurs de formation, alors que c'est un marché en pleine expansion depuis une quinzaine d'années, et on passe aujourd'hui à côté de cette croissance et de cette opportunité. En ce qui concerne la deuxième marche, François, quand tu parlais de Calliope est une grande simplification, Michel Comte-Desmines pose la question de savoir où sont les bénéfices. Quels sont les Les bénéfices? bénéfices, c'est que, alors avant 2004, enfin avant 2016 d'ailleurs, hein, avant 2016, il n'y avait rien. Donc il y avait le numéro de déclaration d'activité qui vous permettait de dire que, enfin, qui ne vous permettait pas de dire que vous étiez organisme de formation, mais qui vous qualifiait comme organisme de formation. Donc on était dans une espèce d'ambiguïté où on avait un document qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc on se disait organisme agréé, on se disait voilà, je suis organisme de formation, j'ai mon NDA, et, et après c'était la jungle, puisqu'en fait on avait un système purement administratif sans aucun contrôle qualité de financement, et on faisait ce qu'on voulait. Voilà. Avec Datadoc et Knefop, on a eu une première démarche, mais le Knefop, c'était 33 certificats différents, donc il y en avait trop, et en plus, et après, par-dessus là, est venu Datadoc qui a fait qui a été condamné tout de suite, mais enfin je dirais condamné tout de suite, mais exécuté au bout de 4 ans. Donc Datadoc, on savait que ça allait s'arrêter, mais ils ont mis 2 ans à vraiment l'arrêter, et re 2 ans à cause du Covid. Donc on avait là ce flou, parce que pour ceux qui étaient certifiés, ils devaient se certifier, payer, et puis après aller sur Datadoc. Et ceux qui allaient directement sur Datadoc, ils ne payaient pas. Et en fait, les exigences s'imposaient au fur et à mesure sur la durée, au gré des contrôles. Et donc, en fait, vous étiez du coup, là aussi, ça générait du flou, parce qu'au départ, c'était tellement facile d'avoir Datadoc qu'on se disait, bon, bah, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc là, ça générait vraiment du flou. Et par contre, il y avait un point fort, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance de la marque. Datadoc, c'est une marque très forte. Encore aujourd'hui, tout le monde connaît Datadoc, même ceux qui l'ont jamais eu. Et c'est ça qui a donné l'idée à l'État de faire la certification Calliope, donc marque forte et dispositif accrédité, ce qui était volontaire dans la situation d'avant. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une seule certification, et elle joue vraiment un rôle de filtre. Ça a permis et ça va s'accentuer, vraiment, on se retrouve entre professionnels, enfin, vous allez vous retrouver entre professionnels, véritables professionnels, et du coup, ça fait comme, pour un nouvel entrant, c'est plus sécurisant, parce que ça va vraiment donner quelque chose. Datadoc, ça donnait rien. La certification ICPF Pro, ICPF Knefop, ça donnait quelque chose, mais c'était difficile encore à faire reconnaître, etc. Il fallait vraiment bosser. Là, Calliope, c'est quelque chose de reconnu, c'est beaucoup mieux que le NDA et beaucoup mieux que Datadoc. Alors, ça va falloir, ça va être de plus en plus dur de l'avoir, mais il y a une contrepartie en face. Voilà, une contrepartie de 14 ou 15 milliards de financement public, et c'est vraiment aujourd'hui une reconnaissance. On voit que beaucoup de nos clients l'utilisent en faisant très peu de formation pour leur notoriété. Merci François pour ces précisions. On a une question de Stéphane Perchamp sur la troisième marche, sur les caractéristiques qu'un OF doit montrer pour présenter des offres de formation certifiantes. Justement, on a des prochains webinaires qui sont prévus à la rentrée. Donc, je vous invite à vous inscrire après cette session gratuitement. Donc, le prochain sur le CPF, c'est le 7 septembre. Sur Calliope, comment obtenir Calliope, donc la deuxième marche, c'est le 14 septembre. Et vous avez du coup sur la surveillance et le renouvellement le 19 octobre. Et pour la quatrième marche, ICPF Pro, 21 septembre. Donc vous aurez tous les éléments en cliquant sur ce lien pour accéder à notre agenda. Sarah, comment se déroule la démarche une fois que je suis certifiée?
Alors, suite à l'audit initial que vous effectuez auprès de ICPF, la certification est délivrée. Donc là, sur le schéma que vous voyez, elle est délivrée en année T. À l'issue de cette certification, vous rentrez dans un cycle. Et donc, c'est un cycle qui est composé de différentes étapes. La première étape, à l'issue de votre certification dans votre cycle, ça va être l'audit de surveillance. Donc, l'audit de surveillance, on va en parler aujourd'hui. Il va se dérouler entre le 14e et le 22e mois à l'issue de votre certification. Donc, entre 14 et 22 mois de plus de l'année T. Et puis, l'étape d'après de ce même cycle, ça va être l'audit de renouvellement. Donc là, lui, il va s'effectuer avant l'échéance du certificat, c'est-à-dire au 36e mois de votre certification. À l'issue de cet audit de renouvellement, une nouvelle certification est délivrée et on continue le cycle ainsi. C'est le principe même de l'amélioration continue avec des itérations d'audit pour vérifier que le système mis en place est toujours maintenu. Parlant de l'audit de surveillance, concrètement, quelles sont les modalités et comment se déroule-t-il? Alors, concrètement, un audit de surveillance, c'est un audit qui permet de vérifier que le dispositif qui a été certifié lors de l'obtention de la certification à l'issue de l'audit initial, donc vérifier que ce dispositif est toujours appliqué. C'est ça le but principal de l'audit de surveillance. Il est planifiable à partir du 8e mois après la date d'émission du certificat. Donc, ce que je vous disais précédemment, il doit être réalisé entre le 14e et le 22e mois après l'obtention de la certification, mais vous pouvez le planifier bien en amont. Dès le 8e mois après votre certification, vous pouvez faire une demande pour planifier votre audit de surveillance et les dates que nous vous proposerons seront contenues entre le 14e et le 22e mois. Donc les échéances réglementaires. Concrètement, pour faire cette demande, c'est comme pour tout processus de certification chez ICPF, c'est-à-dire que tout passe par Noé, la plateforme que vous connaissez et que vous utilisez déjà pour la gestion de votre certification. Donc, pour planifier votre audit de surveillance, il suffit de vous connecter à votre espace Noé et de faire la demande de planification de cet audit de surveillance. Au niveau du financement de cet audit, donc l'ensemble des frais de l'audit sont couverts par la redevance. Chez ICPF, vous avez un système de redevance annuelle qui vous est présenté lors de la contractualisation et c'est cette redevance qui va financer les différents audits, dont l'audit de surveillance. Vous êtes à jour, vous payez vos redevances annuelles et le jour de l'audit, vous n'avez pas à payer le montant de l'audit, vous aurez à payer les frais de déplacement éventuels. Bien entendu, ce cycle de démarche d'amélioration continue, eh bien, il est obligatoire pour maintenir votre certification Calliope. Donc, tous les audits, l'audit de surveillance y compris, est obligatoire pour maintenir la certification active. Et cet audit de surveillance, il est fait soit à distance, soit sur site, en fonction des dispositions qui ont été prises lors de l'audit initial ou de cas spécifiques. Et il est à noter qu'à aujourd'hui, chez ICPF, on a fait près de 2400 audits de surveillance déjà effectifs. Donc, c'est une activité qu'on connaît et qu'on maîtrise. Oui, Si Sarah, un commentaire, François? Oui, merci Néné. Alors d'abord, il y a le fait que on a cette phase de surveillance en fait à partir du moment où vous passez, vous obtenez votre certification. En fait, vous êtes dans une phase de surveillance qui est rythmée par deux événements, un audit de surveillance et un audit de renouvellement. Mais tout au long de mais vous êtes en quelque sorte, alors le mot est mal choisi, c'est pas nous qui le choisissons, on peut dire suivi, hein, ce serait mieux, mais le terme, je dirais le terme du décret, c'est surveillance. Voilà. Donc votre organisme est sous surveillance et donc nous, on doit avoir, on a en place des moyens de traitement de vos plaintes, des plaintes qu'on reçoit sur vous, voilà, on rend un service tout au long de ce dispositif-là. Ça, c'est le premier point, donc cette phase de surveillance. Voilà. Alors, je veux vous rassurer dans la mesure où je le peux, c'est-à-dire que
le premier audit de surveillance, c'est difficile. L'audit de renouvellement, c'est difficile. Après, progressivement, ça s'intègre dans vos activités, ça vient les compléter, ça ne vient pas les surcharger. Voilà. Donc, au départ, c'est beaucoup d'efforts de votre point de vue, mais après, quand dans des secteurs sur lesquels j'ai travaillé, dans lesquels il y a des audits réguliers et des démarches qualité qui ont 20 ou 30 ans, que ce soit dans l'automobile, dans la finance, dans les services, etc., ces audits, on les planifie à l'avance. Bon, on aimerait faire autre chose, hein, c'est jamais très agréable, mais c'est vraiment fluide et c'est intégré dans l'activité complètement. Donc c'est vraiment le plus dur au début. On a eu la certification, on se disait tiens, c'est comme un diplôme, après j'ai plus rien à faire et tout va marcher. En fait, non, ça reste compliqué. Mais après, vous avez cet audit de surveillance. Voilà. Alors, donc petit à petit, ça s'intègre dans vos activités si la formation est vraiment votre métier et l'activité de l'entreprise. Voilà. Ensuite, le troisième point sur lequel je veux faire un focus, c'est il faut bien comprendre, bien prendre conscience que du nombre, c'est-à-dire que vous êtes 5500 clients et, nous en face on est 50, vous voyez, donc il y a des nombres et donc là ça demande de la rigueur dans la planification, dans l'exécution des audits, dans enfin toutes ces petites tâches administratives et que nous aujourd'hui ICPF on n'est plus une TPE. Hein, on a été quand on était là, on était 2. C'est fini cette phase-là. Maintenant, c'est 50 personnes et donc on n'a plus forcément en face la personne qui a une vue d'ensemble à 360 degrés. On ne peut pas aujourd'hui vous mettre à disposition un collaborateur qui a une vue, comme dans toutes les entreprises, hein, qui a une vue à 360 degrés de tout ce qui se passe. Et donc là, il y a un certain nombre de processus à suivre, de démarches rigoureuses à faire pour que ce soit fluide. Et c'est là où, je dirais, notre qualité de service va s'améliorer avec nos EV4. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous présentez, enfin, certains d'entre vous présentent beaucoup de demandes et ne semblent pas se rendre compte qu'on ne pourra pas passer 3 jours pour planifier un audit de surveillance. Voilà, il faut que ça aille vite, parce que sinon, si vous perdez du temps à planifier et nous, on en perd aussi, on va être obligé de. Voilà, on peut pas, il faut que ça aille assez vite et que ce soit fluide. Voilà, et ça, c'est un gros travail de part et d'autre. Surtout quand on a 5500 clients, si on arrive à gagner 5 minutes par audit, oui, c'est des économies qui bénéficient à tout le monde. Voilà. 2 questions qui sont liées à la redevance. Comment fonctionne la redevance? La première et la deuxième, est-ce qu'elle couvre également l'audit de renouvellement? Alors, oui, la redevance, c'est au moment où vous signez votre contrat, on évalue les coûts. Alors, il y a des coûts qu'on n'évalue pas, notamment un décret qui arrive comme celui-là, qui arrive après, ou des frais de déplacement, parce qu'on ne peut pas évaluer à l'avance d'où va partir l'auditeur et où est-ce que vous serez dans 18 mois ou dans 3 ans. Voilà. Mais on a lissé les frais. Alors après, c'est un lissage, c'est-à-dire qu'on répartit sur 3 ans, enfin voilà, annuellement le coût, ce qui fait qu'en fait, la première année, en fait, vous allez payer l'audit, en fait, comme il a lieu au bout de 18 mois, vous payez l'audit l'audit de surveillance 6 mois à l'avance. Et puis après, vous allez en payer une partie de l'audit de renouvellement et vous paierez la totalité de l'audit de renouvellement au renouvellement même. Donc il y a un lissage annuel. Vous voyez, ça, on transforme ça en une sorte de loyer annuel. Voilà. Alors on a fait ça pourquoi? Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Hein. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, nos clients nous le demandaient. Les clients entreprises préfèrent avoir une facture annuelle. Et généralement, d'ailleurs, les audits, c'est annuel. Donc là, quand on a eu Calliope avec des audits tous les 18 mois, on a préféré garder ce modèle annuel parce que ça permettait aux entreprises, à nos clients entreprises, d'avoir une facture annuelle et surtout de ne pas avoir ce qu'on voulait éviter, c'est d'envoyer un devis pour un audit de surveillance, parce que là, ça faisait, d'une part, il fallait payer, et d'autre part, il fallait planifier, donc c'était plus lourd. Donc on a pensé que ça permettait de déconnecter la facturation de la planification, permettait d'aller plus vite, ce qui est le cas aujourd'hui.
on va très vite sur la planification. Voilà. Donc là, c'est une annualisation. Voilà. Une question de Céline Carrel. Merci François. Bonjour, si l'échéance des 22 mois est dépassée, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je vais laisser Sarah qui traite ça. Ça se passe très Alors, bien. oui, ça, ça se passe très bien. Concrètement, si l'échéance du 22e mois est dépassée, vous allez recevoir une information de la part de ICPF vous indiquant que cette échéance est dépassée et vous indiquant que vous avez une nouvelle échéance de 3 mois pour effectuer l'audit de surveillance. Donc concrètement, tant que vous êtes entre le 14e et le 22e mois, votre certificat Calliope est actif. À partir de l'échéance du 22e mois, une fois que celle-ci est dépassée, le certificat est suspendu et pour lever cette suspension, vous avez 3 mois pour effectuer l'audit de surveillance. Dès que l'audit de surveillance est effectué, le certificat est à nouveau valide et vous repartez dans le cycle classique et donc votre prochain audit sera l'audit de renouvellement. Oui, aujourd'hui, j'anticipe un peu le sujet, mais aujourd'hui, on se rend compte que bon, on a deux types de clients. On a des organismes de formation pour lesquels la certification Calliope, c'est complètement vital et elle ne doit pas être interrompue à tout prix. Et que là, le problème qu'on a aujourd'hui, parfois, enfin très ponctuellement avec certains clients, c'est que ils vont être négligents sur une facture de 80 €, ils vont être négligents sur l'audit de surveillance et ils réalisent aujourd'hui les conséquences de la suspension de la certification après la suspension. Donc là, on a un travail de communication, de pédagogie à faire avec ces clients qui se rendent pas compte que on n'est plus autant de Datadoc, on n'est plus autant où on faisait ce qu'on voulait et quand on est suspendu, on n'a plus les financements. Et donc là, on a eu un ou deux cas où la suspension de financement, ça coûte beaucoup plus cher que je dirais le simple coût de la certification initiale et qu'après, il y a tout un process où nous, on rétablit le certificat, mais il n'est pas mis à jour sur la base gouvernementale tout de suite. Ça prend quelques jours. Il n'est pas mis à jour sur EDOF non plus. Ça prend quelques jours. Donc là, il y a des délais qui ont un coût très important. Et donc là, il est clair qu'aujourd'hui, la plupart des organismes de formation pour lesquels la certification Calliope est très importante doivent s'organiser pour maintenir leur certification. Et alors nous, on est à leur disposition, mais là, voilà. Ça, c'est pour eux, il faut s'organiser, donc il faut recevoir les factures, il faut payer les factures, il faut faire les audits dans les temps, il faut les planifier, etc. Et ça, on ne peut pas le faire pour vous. On ne peut pas payer vos factures à votre place, on ne peut pas planifier à votre place, on fait tout ce qu'on peut, nous, mais il faut quand même que ça vienne de vous. Voilà. Et ça, c'est à vous de gérer votre certification. Je vous parle directement, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas, nous, on ne va pas vous appeler 50 fois pour planifier un audit de surveillance. On n'a pas les ressources pour faire ça. Voilà. Ensuite, on a certains clients pour lesquels, alors en particulier les nouveaux entrants qui doivent être la majorité d'entre vous, c'est-à-dire que c'est une aventure, c'est une entreprise, c'est-à-dire que vous allez vers la formation et là, la question se pose, c'est-à-dire que les actions n'arrivent pas toujours et se pose la question de est-ce que je maintiens ou pas, est-ce que je continue, etc. Bon, alors moi je vous conseille de continuer parce que la formation c'est un secteur porteur et que voilà. Et donc, il faut s'accrocher. Mais là aussi, il peut se poser la question de est-ce que je conserve la certification Calliope ou pas. Donc là, nous, ce qu'on vous propose, on va vous en reparler, c'est de réfléchir à la suspension volontaire, qui peut vous permettre de suspendre la certification pendant quelques mois, voilà, et de manière à voilà, puisque vous n'en avez pas besoin tous les jours, vous n'avez pas d'actions tous les jours. Voilà. Autrement, il y a aussi quelque chose de simple, et là aussi, on va travailler sur une offre, c'est de repasser la certification, puisqu'on voit que ça va quand même assez vite. Et donc, il y a suspension, on gagne quelques mois. Après, il y a une résiliation, mais on peut repasser la certification relativement rapidement, à condition qu'on s'organise, puisqu'il y a des délais. Voilà. Et donc, ça, c'est sur ces deux leviers aujourd'hui qu'on est en train de réfléchir pour ceux qui veulent rester dans la course, mais n'ont pas forcément le souhait de maintenir la certification Calliope sur la durée.
2 questions et après on va passer à la suite. Là, une question de Thierry Lafin. Donc, s'il a bien compris, un OF ne passe pas à temps. Si un OF ne passe pas à temps son audit de surveillance, il est suspendu au 23e mois. Donc, plus de financement possible pendant 3 mois. Et s'il dépasse le 25e mois, il doit donc recommencer à zéro l'audit initial. Alors, Euh, il est en fait un audit de surveillance, ça peut se planifier très rapidement. Enfin, je vous dis pas de le faire, hein, attendez pas le 22e mois, mais là aussi, nous, on pourrait réfléchir à des formules express plus chères. Non, parce que nous, on gère du planning et on a des auditeurs salariés et on n'a pas forcément. Enfin, on est certainement l'organisme de formation, l'organisme de certification qui planifie l'audit le plus court et le plus rapidement. Quand je vois les confrères, ils planifient à 1 an, à 6 mois, etc. Nous, je suis sûr que là, vous avez un audit de surveillance à planifier dans le mois où vous trouvez une date. Voilà. Donc, on est déjà très performant. Voilà. Donc là, en fait, la suspension va être suspendue jusqu'à ce que l'audit de surveillance soit validé. Donc c'est pas 3 mois, ça peut être quelques semaines, un mois. Voilà. Et l'autre partie de la question, j'ai oublié, mais Néné va me la rappeler. L'autre partie, c'était une question en 3, donc pour bien valider si en 2 parties, pardon. Si après le 23e mois, donc il y a suspension, et après le 25e mois, si on doit recommencer à zéro l'audit initial. Ça, c'est la première Oui, c'est question ça. de Ben là, Thierry après, Lafont. effectivement, Mm. au bout d'un certain délai, faut repasser un audit initial. Voilà. Donc là, Mm. ce qui est pas, enfin, ce que je veux dire, c'est un audit initial, c'est 1200 euros. Quand il y a un enjeu important de financement, bah, faut faire contre bonne fortune. Il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà. Moi, je vois dans l'entreprise, vous avez des subventions comme le crédit impôt innovation où c'est impossible à avoir si un consultant vous monte pas le dossier tellement c'est compliqué. Vous avez des risques fiscaux, etc. Donc, et en fait, la commission, c'est 14-15% du financement et on paye ça tous les ans. Donc, voilà. Là quand on est en train de se lancer, quelque chose d'irrégulier, et puis bon, bah voilà, on finit par décrocher le financement, bah, où on a compris comment obtenir des financements, trouver des clients, voilà. Bah, après, faut avancer, quoi. Donc là, l'option repasser l'audit initial, elle est tout à fait, elle est tout à fait raisonnable. Alors nous, en plus, à ICPF, on va faire en sorte que on conserve votre dossier, qu'on vous refacture pas éventuellement les frais d'émission de certificat à 200 euros. Nous, on va travailler sur une offre qui permet de se recertifier rapidement. Bon, c'est pas quelque chose que je conseille, hein, parce que ça coûte quand même plus cher, mais c'est une opportunité que nous, on verra certainement de plus en plus aujourd'hui. Voilà, de la même façon qu'on voit des personnes qui perdent le NDA, qui le reprennent, qui perdent le NDA, qui le reprennent. C'est d'ailleurs assez propre. La formation, c'est vraiment un monde d'aller-retour où il y a. Moi, j'ai beaucoup de clients. J'ai un client qui a beaucoup de clients qui disent voilà, j'arrête tout. Ils ont 50 ans, j'arrête tout, je suis trop vieux. Et puis après, un an après, ils reviennent, donc ils repassent la certification. Et à 75 ans, ils y sont encore, ils repassent parce que les clients les demandent et le client demande la formation, puis après il demande le financement, donc l'organisme repasse Calliope. Voilà. Ça existe, ça, ces allers-retours. Merci François. On va passer à la suite. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les changements attendus, Sarah, concernant l'arrêté du 31 mai? Alors, ce fameux arrêté dont on a beaucoup entendu parler et qu'on a beaucoup attendu a été publié le 9 juin. Donc, il porte des modifications sur beaucoup de points, notamment sur tout ce qui concerne la réalisation des audits. Et les modifications qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui concernent les modifications principales de cet arrêté vont concerner les nouveaux entrants et un point également sur la communication du certificat.
Donc ça, c'est vraiment les points essentiels de cet arrêté du 31 mai. Cet arrêté, il ne faut pas le confondre avec l'arrêté qu'on attend encore sur la sous-traitance. Donc ça, c'est le deuxième arrêté dont on a beaucoup entendu parler, qu'on attend encore aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne la sous-traitance et les obligations, les plafonds de sous-traitance. Cet arrêté, il devrait être publié, on nous l'avait annoncé cet été, donc on va dire à la rentrée. Il est en cours de finalisation et dès qu'il sortira, bien entendu, on communiquera dessus comme on le fait d'habitude. En tout cas, l'arrêté du 31 mai, il a deux objectifs principaux. C'est le premier, lutter contre la fraude, notamment pour les organismes de formation. Ça s'est vu au moment de l'émergence de Calliope, des organismes de formation qui se sont créés pour frauder le système au CPF. Donc, le but principal de cet arrêté et des modifications réglementaires, c'est de lutter contre cette fraude. Et puis, le deuxième objectif également, c'est de sécuriser la démarche des nouveaux entrants, donc c'est-à-dire permettre aux nouveaux organismes de formation qui se créent de pouvoir, en un temps limité et dans des conditions rassurantes, créer leur organisme, créer leur offre de formation et commencer leur activité. Alors en commentaire, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux niveaux. Il y a un niveau réglementaire et un niveau qualité. Auparavant, ce niveau réglementaire et ce niveau qualité étaient équivalents. C'est-à-dire que avec CNEFOP Datadoc, la réforme d'avant, le principe, c'était que vous respectez la réglementation, fait de vous un organisme de qualité. Ce principe a été cassé explicitement par la réforme Calliope, dans le sens où on a complètement séparé la réglementation de Calliope. Et Calliope, on vérifie que vous êtes organisé pour respecter la réglementation, mais si vous ne la respectez pas, on ne peut rien faire. Et on ne doit rien faire. Et le peu qu'on a voulu faire, nous, à ICPF, on nous a bien rappelé qu'on ne devait pas le faire. Donc, je prendrais assez mal aujourd'hui, et quand je lis certaines déclarations, même au niveau du Conseil d'État, sur le fait que Calliope a empêché la fraude. Alors, on ne nous demande pas notre avis, hein, mais je trouve ça un peu fort de café qu'on nous dise que Calliope, après nous avoir maintes fois répété que Calliope n'était pas fait pour lutter contre la fraude, on nous dit aujourd'hui que Calliope n'empêche pas la fraude. Voilà. Mais Calliope, c'est pas fait pour ça. Calliope, c'est fait pour la qualité. Et donc, alors par contre, ce qui s'est passé, c'est le problème, c'est que la Caisse des dépôts, avec EDOF, ils ont créé une plateforme ouverte à tout vent, sur lequel se sont engouffrés des milliers de professionnels et de non-professionnels, et ils ont pu faire ce qu'ils voulaient en matière de financement et obtenir des financements. Alors, il y a des organismes nouveaux entrants qui sont créés ad hoc, ils sont créés pour ça, pour aller récupérer des stagiaires qui signaient n'importe quoi et faire ce qu'on appelle du décaissement CPF. Mais on a eu aussi des professionnels de nos clients qui c'était tellement facile qu'ils l'ont fait aussi, hein. Voilà, donc c'est pas non plus que les nouveaux entrants qui ont fraudé au CPF. C'était facile, quoi. Voilà. Donc là maintenant, les portes se sont quand même bien refermées puisque le CPF a été régulé, mais le législateur a quand même voulu donner plus de possibilités aux certificateurs de faire en sorte que le nouveau entrant soit, je dirais, mieux suivi dans sa démarche qualité, et que ce soit, parce que c'était quand même assez facile de faire une démonstration sur table de sa conformité. C'est pas le plus dur, hein, c'est ce qu'on faisait sur Datadoc. Voilà, donc ça c'était facile. Et après, il y avait 18 mois sur lesquels on faisait un peu ce qu'on voulait. Et donc, c'est là où on a voulu, au moins au bout des 18 mois, faire en sorte que là, il y a un audit plus sérieux. Alors, je terminerai en disant que c'est la première fois dans l'histoire de la qualité qu'on complique la vie du nouvel entrant. Si pour ceux qui ont un peu d'historique et qui ne sont pas nouveaux entrants, mais qui connaissent le monde de la formation, la stratégie
de la Fédération de la formation professionnelle, la stratégie des syndicats en matière de qualité, c'était toujours d'avoir les exigences les plus faibles possibles. C'est pour ça qu'on n'avait aucune exigence qualité jusqu'à 2014, parce que les fédérations et les syndicats, on ne voulait pas. Les partenaires sociaux, on ne voulait pas. Bah, voilà. Et de ce fait, le secteur a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, c'est qu'il ne s'est pas protégé. C'est pour ça qu'on a le record mondial d'organismes de formation. On en a plus de 120 000 aujourd'hui, alors qu'en Allemagne, il y en a 6 000. Voilà. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait le plus d'organismes de formation possible. Et les discours qu'on entend, c'est la fin du formateur, etc. Bah, chaque fois qu'on lit un post là-dessus, il y a 1000 ou 2000 organismes de formation de plus. Donc ça fait 10 ans que je les lis et 10 ans que je me dis, mais comment ils peuvent écrire que les organismes de formation disparaissent alors qu'il y en a de plus en plus, pour notre plus grand profit hein, d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est la première fois qu'on prend une mesure qui complique la vie du nouvel entrant. C'est la première fois hein, depuis qu'on a créé, depuis 1970. Hein, c'est vraiment un mouvement où, et c'est même pas d'ailleurs à la demande des fédérations ou des syndicats, hein, mais c'est plus l'État qui s'est rendu compte depuis qu'il a repris la main que, en fait, bah, fallait pas ouvrir trop grand la porte aux organismes de formation parce que bah, c'était des entités qui, c'est pas forcément malhonnête d'ailleurs. On parle de fraude, mais nous, quand on voit les cas, c'est bon, parce qu'on les voit, ils se certifient, c'est souvent, c'est des jeunes ou des moins jeunes, mais ils savent pas ce qu'ils font. C'est un peu, EDOF, pour eux, c'est un jeu vidéo. Ils se connectent et puis ils mettent des documents, etc. Ça marche, tiens, ils touchent du pognon, paf, c'est un jeu pour eux. Je crois que c'est ça qu'on n'a pas bien compris et on est dans un nouveau monde aujourd'hui et on n'est plus dans le monde d'il y a 10 ans, 15 ans de la fraude. C'est pas la même fraude. C'est pas un organisme de formation ou un syndicat qui détourne, qui fait signer 11 millions d'euros de fausses feuilles de présence. C'est du petit business à coût de 1000, de 500, de 300, de 1000 euros. Voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Les questions arrivent par rapport à l'arrêté. Quels sont les changements concrètement, les changements qu'apporte cet arrêté? On passe à la suite alors. C'est ça, exactement. Alors, pour répondre en effet aux questions que j'ai vues passer également, donc concrètement, les changements sur cet arrêté du 31 mai. Donc, avant d'être certifié, vous allez faire votre audit initial. Donc, les changements qui concernent cet audit initial, avant l'audit, vous allez devoir transmettre des documents au certificateur. Et donc là, on vous a mis la liste de ces documents. Donc, le numéro SIREN de l'organisme, son statut juridique et les coordonnées du dirigeant. Vous devrez transmettre également une description des activités de l'organisme. Donc, ça va comprendre les catégories d'action, les types de formation, les modalités de formation, les modalités de sous-traitance éventuelles. Vous devrez transmettre également un organigramme de votre organisme. Alors avant, c'était quelque chose qu'on voyait, il fallait fournir un organigramme lorsque l'organisme avait plus de 3 salariés au sein de ses effectifs. Et donc là, maintenant, c'est quelque chose qu'il faut fournir systématiquement, un organigramme de l'organisme. Et puis, ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà, il faudra fournir également le dernier BPF télétransmis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces documents à fournir avant l'audit, ils sont obligatoires. Aujourd'hui, et dans Noé, ICPF vous demande déjà une bonne partie de ces informations-là, que ce soit pour l'audit initial, l'audit de surveillance, mais c'est quelque chose qui va être renforcé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez absolument les fournir. Si vous ne les avez pas fournis, l'audit ne peut pas être effectué. Donc, vous fournissez en amont de l'audit l'ensemble de ces documents. Lorsque vous contractualisez avec ICPF en amont de l'audit initial, vous allez devoir déclarer sur l'honneur que, en tant qu'organisme de formation, vous n'avez pas contractualisé avec un autre certificateur que celui avec lequel vous êtes en train de contractualiser, donc ICPF. On vous demandera d'attester sur l'honneur que vous n'êtes pas engagé avec un autre confrère. Et puis, pendant l'audit, un des changements aussi de cet arrêté du 31 mai, c'est que pour déclencher l'audit, c'est-à-dire pour vraiment commencer avec votre auditeur, les échanges, les interviews, l'échange de preuves, vous allez devoir avoir mis en œuvre une action.
Donc concrètement, vous allez devoir prouver qu'il y a une action qui a été faite par votre organisme de formation pour pouvoir apporter les preuves le jour de l'audit. Ça, c'est un prérequis, c'est un des changements majeurs de cet arrêté. Donc voilà pour les modifications concernant l'audit initial. Allez-y, François. Merci. Alors, nous, on reçoit cet arrêté, on est informé, on n'a pas forcément l'intention, on finira par l'avoir, hein, mais aujourd'hui, on n'a pas l'intention derrière la demande d'information. C'est-à-dire que autant que le dernier BPFD est transmis, ça c'est compréhensible, hein, ça permet de voir qu'il y a de l'activité. J'ai une idée du pourquoi on demande un organigramme, c'est de pouvoir situer le responsable qualité par rapport au dirigeant de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on demande dans les autres types de certificats. Là, comme c'est pas explicite et que la plupart de mes confrères savent pas pourquoi, je vois pas très bien ce que nous, on peut faire avec l'organigramme. Bon, je le vois pas. Ensuite, sur la description des activités, ça, je le comprends aussi, hein, voilà. Le statut juridique, je pense que ça, on pourrait le trouver par nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a Papers, etc. Donc, nous, digitalement, on va faire en sorte que quand vous connectez sur Noé, Papers a cherché votre société et fournissent tout ça, hein, le sirène, tout ça, on va le renseigner de manière automatique. Je ne vois pas vraiment l'intérêt que nous, on le stocke. Mais bon, si on a le numéro de déclaration d'activité, par rapport à la base nationale, l'autre numéro, il est dans la base. Donc, nous, on l'enregistre, je ne vois pas l'utilité. Mais bon, on va le faire. Vous voyez, voilà. Voilà. Sur la non-contractualisation, ça c'est pour éviter que, puisque si un organisme va passer la certification et l'a raté, il doit attendre 3 mois. Voilà. Mais maintenant, comme on n'enregistre pas, on ne déclare pas aujourd'hui les candidats, ceux avec qui on a signé un contrat, il n'y a aucun moyen de contrôle et de vérification par rapport à ce point-là. Et en fait, quand on voit arriver un certificat, alors peut-être que nous, on pourrait mettre en place un système où on va scanner les clients qui n'auraient pas eu la certification, et ça, on n'a pas vraiment de quoi le vérifier. Voilà. Et sur l'action, ça, c'est pas un problème, puisqu'en fait, quand vous avez votre NDA, vous avez votre NDA avec une action, donc là, ce sera la même. Voilà, donc simplement, faut s'organiser un peu différemment, mais je pense que Sarah va y revenir. Des questions liées au BPF. Une question justement, un nouvel entrant dans la formation, donc n'ayant pas encore réalisé d'action de formation, n'aura donc pas de BPF télétransmis. Ouais. Comment ça se passe dans ce cas-là? Une question d'Olivier Grosse. Oui, tout à fait. Lui, il n'en aura pas. Oui, lui, il le met pas. Là, en fait, c'est comment dire, c'est une modification qui s'applique à tous ceux qui vont passer un audit initial. Donc là, c'est un changement qui ne concerne pas que les nouveaux entrants. Il faut imaginer quelqu'un qui a perdu sa certification Qualifié, qui la repasse. Donc il l'a perdu début janvier, il la repasse au mois de juin. Et donc il faut qu'il présente son BPF 2022. Voilà. 22. Et donc, du coup, pour le nouvel entrant, est-ce qu'il y a un autre document qu'il doit fournir ou tout simplement, il n'a pas à présenter ce BPF? Si je comprends bien la question Non, de Olivier Grosse. on le voit après, Sarah, ou pas, sur l'audit initial? On le voit après? Alors, non, on ne revient pas sur cette question de façon factuelle dans le webinaire. Concrètement, si vous êtes nouvel entrant, vous venez de créer votre organisme de formation, le BPF, vous n'en avez pas, comme l'a dit François, donc vous ne pouvez pas le fournir. Par contre, ce que vous devrez fournir, c'est des informations quant au chiffre d'affaires qui potentiellement aurait déjà été fait. Parce que ça nous permet, nous, en tant que certificateurs, de calculer la durée d'audit, le chiffre d'affaires. Donc, on se base sur le BPF s'il existe, et s'il n'existe pas, on se base sur vos déclarations. Merci pour cette précision. Et une autre question justement de Sylvie. Comment engager une première action de formation si on n'a pas la certification par rapport aux prérequis pendant l'audit?
de déclenchement? Alors, c'est acrobatique. Il faut partir du principe que la certification Calliope, c'est une formalité. Donc, il faut être prêt. Donc là, faut par exemple avoir passé un pré-audit réussi pour être sûr de l'avoir. Voilà. Donc effectivement là, ça demande de fiabiliser le processus. Voilà. Et après, il faut avoir une convention de formation signée. Voilà. Donc avoir fait l'analyse du besoin. Voilà. Et avoir un client qui vous fait confiance. Et en fait, ce client va en quelque sorte, s'il est au courant, c'est tant mieux. Il faudra qu'il soit au courant. Va vous parrainer en quelque sorte pour que vous puissiez passer la. Voilà, c'est ce que tout le monde fait avec le NDA. En fait, le NDA, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez, il vous fait une convention de formation et voilà, ça c'est, enfin, je veux dire, les fonctionnaires enfin, les fonctionnaires de la DRIETS ou des DRETS appliquent ça depuis des années sur tous les numéros de déclaration d'activité. Bon, ils savent pertinemment ce qui se passe, ils sont pas dupes, voilà. Mais ils contrôlent quand même. De temps en temps, ils font des contrôles et donc vous déposez un NDA avec une action et paf, le jour de l'action, ils vont faire un contrôle dans l'organisme ou au lieu de déroulement de la formation pour voir s'il y a réellement une action de formation. Vous voyez. Donc là, c'est la même chose, c'est la même exigence. Voilà, c'est la même exigence. Donc, il faut s'organiser. Il faut vous trouver une entreprise qui accepte de vous parrainer. Vous faites une convention de formation avec elle. La question de la facturation ne se pose pas. Vous facturerez après et ça vous permet d'avoir le NDA. Donc, dans la foulée, vous passez Calliope. Ensuite, vous envoyez la convention à. Alors, soit la convention, elle est faite et vous faites l'action et vous ne facturez pas, ou vous facturez mais sans financement. Et après, c'est les prochaines que vous pourrez financer. Alors, ça, c'est le cas dans une action de formation. Et puis après, il y a le cas de ce qu'on va voir après de l'apprentissage. Par exemple, vous avez, enfin, on va le voir après. Voilà, là, c'est plus lourd parce que c'est pas une convention. 2 questions de Caroline Blondeau. La première, que signifie concrètement avoir mis en œuvre une action de formation? Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas le NDA dans la liste obligatoire? Non, parce que le NDA, fallait déjà l'avoir. Donc là, c'est ce qu'il faut en plus. Et je laisse à Sarah le soin de faire comprendre la réponse que j'ai l'impression d'avoir déjà donnée, mais je n'ai pas été clair. Donc, on va voir si Sarah Voilà. est plus pédagogue que moi. Concernant la mise en œuvre, que signifie avoir mis en œuvre une action? Ça signifie avoir commencé une action. C'est-à-dire, c'est ce que François a dit tout à l'heure, avoir contractualisé, avoir fait l'analyse du besoin auprès du commanditaire, même si la formation effective, les sessions de formation n'ont pas débuté, ça suffit. Mais vous avez contractualisé, vous avez fait l'analyse du besoin, vous avez fait votre adaptation par rapport aux besoins du commanditaire, des stagiaires, etc. Ça suffit, même si la formation en elle-même n'a pas débuté ou n'a pas été effectuée, l'animation n'a pas été effectuée. Voilà, mise en œuvre, ça veut dire ça, débuter, contractualiser. Merci François. Et Sarah, on va poursuivre sur Sarah va pouvoir prendre ma place. Sur l'après-certification. Quels sont les changements par rapport à la communication du certificat? Alors, c'est les grands changements qu'on vous présentait précédemment quand on vous introduisait l'arrêté du 31 mai. Une fois que vous êtes certifié Calliope, jusqu'au 1er septembre, donc encore à aujourd'hui, on travaille sur l'usage de la marque. C'est-à-dire qu'on va vérifier pour un organisme certifié le bon usage des marques. Ce sera toujours le cas, mais là, cet arrêté renforce cet usage et parle de l'usage du certificat. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisme de formation certifié Calliope, à partir du 1er septembre, vous aurez l'obligation d'afficher ce certificat. Donc, affichez ce certificat dans vos locaux, sur votre site Internet, et à la demande des candidats, des stagiaires, des financeurs, de toute partie prenante qui le demanderait, vous devez le communiquer. Donc, c'est une nouvelle obligation qui se rajoute aux obligations du référentiel national qualité et qui porte sur l'affichage et la communication de ce certificat.
Et ça, bien entendu, ce sera un point qui va être vérifié lors de l'audit de surveillance par l'auditeur. Et puis, une information complémentaire est rajoutée sur ce certificat, c'est le numéro sirène de l'organisme. On l'a vu précédemment, avant c'était un point qu'on ne demandait pas, et maintenant c'est quelque chose qu'on va demander, et donc il sera affiché sur le certificat. Alors, il y a une précision à apporter qui est un détail, mais cette nouvelle information sur le certificat apparaîtra à partir du 1er septembre pour tout nouveau certificat émis ou pour toute nouvelle réémission. Si vous êtes certifié Calliope et que vous n'avez pas de réédition de votre certificat à effectuer, c'est-à-dire vous ne passez pas d'audit de surveillance, vous n'avez pas de modification d'adresse ou de numéro de déclaration d'activité, votre sirène n'apparaîtra pas. Il apparaîtra lors de votre prochaine audit quand on mettra à jour votre certificat. Il n'y aura pas de rétroaction de tous les certificats déjà émis. Mais tous les nouveaux, vous verrez ce nouveau champ qui est le numéro de sirène. Voilà pour les obligations après la certification. Alors, pour donner du sens, bon, concrètement, je vois que vous êtes tous focus sur l'exécution et donc vous êtes prêts à exécuter sans comprendre, mais je vais vous donner quand même les clés pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça s'est fait. Alors, l'État réalise, le ministère du Travail réalise que ils ont fait un peu fausse route en focalisant sur cette marque Calliope et en ignorant l'importance du certificateur. C'est-à-dire que si vous voyez les communications sur Calliope aujourd'hui, les clients, en l'occurrence vous, et on vous remercie, vous communiquez sur le certificat ICPF dans votre grande majorité. Mais sinon, quand je regarde les communications sur LinkedIn ou sur certains sites, la plupart du temps, c'est le logo Calliope et c'est tout. Voilà. Et le problème, c'est que le stagiaire, on lui dit, bah, tu peux te plaindre au certificateur. Déjà, il faut qu'on lui dise. On ne lui dit pas toujours. Donc ça devrait être obligatoire dans les conditions générales d'utilisation. Il peut se plaindre au certificateur. Et chaque organisme de formation devrait dire ça. D'ailleurs, c'est utile de dire ça, vous. Parce que nous, si on reçoit la plainte, c'est mieux que si c'est la DGEFP ou la DRIET. Vous voyez, voilà. Donc ça, il faut que le stagiaire, l'entreprise, sache qu'elle peut se plaindre au certificateur et surtout qu'il faut qu'elle puisse trouver le certificateur. Parce que si elle ne le trouve pas, et aujourd'hui dans 80% des cas, c'est le cas, elle ne sait pas qui est le certificateur. Inversement, la DGEFP, ils reçoivent des plaintes, le COFRAC, ils reçoivent des plaintes. Et alors, eux, ils ont des fichiers, mais c'est long de chercher dans un fichier. Il y a le nom de l'organisme, il n'est pas toujours bien écrit. Chercher dans le fichier le nom du certificat, le nom de l'organisme, le trouver et trouver le nom du certificateur. Bah, la DGEFP, il peut le faire. Le COFRAC, à mon avis, il peut peut-être pas le faire. Voilà. Nous, on peut pas le faire. Donc, on n'a pas accès aux listes des certifiés de nos confrères. Donc, on finit par le trouver par recoupement, on s'adresse à la DGFP. Donc, tout ça, ça rendait le processus, le fonctionnement du système très laborieux. Donc là, bah, c'est beaucoup plus clair, comme dans toutes les certifications qualité, on communique sur le certificat. Du coup, le nom du certificateur, il apparaît. Moi, c'est très intéressant parce que quand j'entends certains confrères ils sont 6, ils déclarent 4000 certificats Calliope, je me demande bien comment ils font. Donc là, ça va certainement remettre les pendules à l'heure. Et pour vous, je trouve que c'est quelque chose de plus juste de communiquer à vos clients, stagiaires et entreprises, sur le certificat, parce que du coup, le client, il a un tiers à qui il peut s'adresser et il est mieux que nous, on reçoive une plainte, que ce soit la DGEFP ou le financeur ou le COFRAC. C'est parce que nous, on va vous informer, on va garantir, enfin, on a des procédures pour ça. Là aussi, c'était pénible parce que il y a encore il y a encore des choses à améliorer hein, sur ce processus, mais entre nous et vous, ça va être beaucoup plus intéressant parce que on va pouvoir prévenir. Et il est évident que quand c'est nous qui traitons une plainte, c'est pas comme si c'était la DRETS ou voilà, nous on reçoit par exemple des plaintes de la DRETS. Bah, la plainte, on a mis du temps à la traiter parce que ça prend du temps, mais au final, on a établi que ce n'était pas l'organisme qui était en cause, c'était le certificateur professionnel. Oui. Et je pense qu'on était les seuls à pouvoir le faire, à établir ça. La DRETS, s'ils auraient déclenché un contrôle, ça aurait été beaucoup plus stressant que nous.
Catherine, Alors sur le peut-être. numéro sirène, moi je maintiens mon point de vue, ça n'a aucun intérêt, mais je ne connais pas la finalité de ça, je ne sais pas ce que ça va apporter, ça fait un numéro de plus sur un certificat qui est déjà pas très lisible, mais ouais, voilà. Alors peut-être que Peut-être ça que, préfigure la disparition du NDA, je ne sais pas, mais il doit y avoir une finalité, je ne sais pas. peut-être que Sarah a-t-elle un élément de réponse? Alors, je suis comme François sur ce point-là. Je suis assez dubitative sur cette information supplémentaire. Ce que je vois, c'est que dans le listing des organismes de formation qui est publié par le ministère, dans lequel il est indiqué quelle certification est obtenue, si Calliope a été obtenue et sur quelle catégorie, c'est le listing qui est utilisé par les OPCO, le numéro de sirène apparaît. Donc, est-ce que c'est pour faire les recoupements? Je ne sais pas. Ouais, enfin là, Peut-être je une viens inférence de, de ma part. Je n'ai ouais, pas ouais, la mais je réponse. viens de réfléchir tout haut et je me dis là, enfin, aujourd'hui à l'ère de la digitalisation, il n'y a pas besoin de deux numéros. Ça avait peut-être du sens dans les années 70 d'avoir ce numéro, mais là aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de formalités pour pas grand-chose. Et voilà, je pense qu'on peut enfin, à partir du moment où il y a Calliope, toutes ces formalités en fait d'enregistrement me paraissent pas avoir grand sens. Si ce n'est qu'il y a une obligation, en fait, le ministère doit démontrer, le NDA, la finalité, c'est que le ministère doit démontrer qu'il suit l'argent public, puisque les financements de formation sont considérés comme de l'argent public. Donc le NDA, qui est aussi obligatoire pour le sous-traitant, permet de tracer l'argent public. Voilà. Mais il pourrait le tracer avec le numéro sirène. Voilà. Enfin, je pense qu'il n'y a plus personne. C'est un truc de vieux, ça. Donc, il y a plus que moi qui sais ça. Et il n'y a plus personne au ministère du Travail où c'est tous des jeunes quadragénaires. Il n'y a plus personne qui sait que ça a été fait pour ça, quoi. Voilà, ils sont tous partis en retraite, ceux qui savaient. Voilà. Il y a des questions. Il y avait une remarque. En effet, on reçoit bien vos questions, mais au vu du nombre, puisqu'il y a plus de 200 participants, on en sélectionne au fur et à mesure, mais on n'arrive pas forcément à tout traiter pour tenir le délai. Mais on reçoit bien vos questions et on fera le nécessaire pour les traiter d'ici la fin du webinaire. En lien avec ce sujet, donc 3 questions de Didi Simon. Nous sommes déjà certifiés Calliope. Sommes-nous dans l'obligation de créer un site Internet? La première question. La deuxième question, le certificat affiché sur le site doit-il être téléchargeable? Et la troisième, qui a déjà été répondue par Sarah, c'est est-ce que c'est rétroactif, cette mesure à mettre en place? Alors, non, ne créez surtout pas de site internet si vous n'en avez pas. Donc, ça, c'est une question qu'on attendait. Donc, merci de l'avoir posée. Et deuxième question, téléchargeable, non. Non, 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 c'est publié sur le site, donc une photographie, enfin le PDF collé sur votre site, ou pas d'ailleurs, ou imprimé. Voilà. Nous, on réfléchit à une offre de faire de faire des cadres ou des blocs polystyrène, vous savez, polystyrène transparent avec le certificat. Voilà. Donc, de manière à ce que ça puisse être, je dirais, quelque chose de tangible, de concret, de joli. Quoi, voilà. Et la troisième question, La troisième, c'est par rapport à la rétroactivité, l'effet rétroactif. Est-ce que par rapport à cette mesure, est-ce que c'est rétroactif? Mais Sarah avait répondu à la question. l'affichage rétroactif, Oui, cette mesure d'affichage obligatoire, est-ce que c'est rétroactif ou pas? non, Mm, là, ça commence le 1er septembre. Donc, si vous avez mm. voilà, c'est obligatoire, enfin, le 1er septembre. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour afficher dans le lieu de formation ou rajouter dans si vous avez le guide que vous remettez aux stagiaires, le mettre dans le guide stagiaire ou enfin dans un des documents, le mettre dans les documents que vous remettez le mettre dans les documents que vous remettez aux stagiaires ou à l'entreprise. Et une dernière question sur l'usage de la marque Calliope. Il était déjà bien réglementé, mais non obligatoire. Est-ce toujours le cas?
Alors, en effet, l'usage de la marque Calliope est réglementé parce que c'est une marque qui appartient au ministère. Donc, le ministère a défini des règles d'utilisation de cette marque. Ces règles sont toujours applicables. Donc, vous pourrez toujours communiquer avec le logo Calliope en respectant ces règles-là. Mais vous aurez à nouveau une nouvelle obligation qui est de communiquer votre certificat. Tout en sachant que si vous communiquez votre certificat, et uniquement votre certificat, vous êtes assuré de respecter l'usage de la marque Calliope. Concrètement, les gens qui communiquaient sur Calliope jusqu'à présent sans utiliser le logo, mais en utilisant leur certificat en entier, avaient le droit de le faire et étaient assurés de respecter l'usage de la marque. Donc là, cette nouvelle disposition de l'arrêté, ça peut vous faciliter l'usage de la marque. Vous communiquez votre certificat et là, vous êtes sûr d'être conforme. Mais en effet, les obligations de communication sur la marque Calliope restent actives et vous y êtes toujours soumis en tant qu'OF certifié. Allons poursuivre sur l'audit de surveillance. Quel est l'impact? Alors, donc après la certification, comme on l'a vu tout à l'heure, l'étape d'après, c'est l'audit de surveillance. Donc, il y a des nouvelles obligations qui s'appliquent suite à cet arrêté du 31 mai qui concernent cet audit de surveillance. On va retrouver à peu près les mêmes obligations que pour l'audit initial, c'est-à-dire avant l'audit, vous devez transmettre des documents. Donc là, pour l'audit de surveillance, la transmission de ces documents va essentiellement permettre la mise à jour des informations que nous détenons déjà. Donc savoir la mise à jour du statut juridique de l'organisme et les coordonnées du dirigeant pour vérifier qu'on a toujours bien les bonnes informations. Vous devrez transmettre également une description des activités. Donc là, on parle des activités qui ont été effectuées par votre organisme de formation entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc, décrire ces activités sur le même principe que ce que j'ai précisé tout à l'heure, la nature, la modalité, etc. Fournir un organigramme hiérarchique et fonctionnel à jour, puisqu'il peut y avoir des changements depuis l'audit initial. Et puis, fournir à nouveau votre dernier BPF télétransmis. Donc ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas avant. Avant, pour l'audit de surveillance, on se basait sur le BPF qui avait été donné lors de la demande initiale. Et on n'avait pas le droit de demander un nouveau BPF. Cet arrêté modifie ça. Donc, aujourd'hui, à partir du 1er septembre, lorsque vous allez demander votre audit de surveillance, vous allez devoir transmettre le dernier BPF télétransmis qui va permettre à votre certificateur, donc qui va permettre à ICPF de calculer la durée de l'audit de surveillance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces documents qui sont à transmettre, ils sont déjà en grande partie demandés par ICPF et par Noé. J'ai vu tout à l'heure passer des questions sur l'analyse de risque, avec des questions d'une personne nous disant qu'est-ce que c'est exactement l'analyse de risque, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous demandez. L'analyse de risque chez ICPF, c'est ça. On vous demande les informations, les changements entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Et donc là, on va continuer sur le principe qu'on avait créé et mis en place à l'époque, en le renforçant avec les nouvelles modalités, mais ça restera toujours ça. Donc l'analyse de risque que vous connaissez va être renforcée et ça va nous permettre de vous proposer une durée, une date d'audit et des modalités d'audit de surveillance adaptées à la situation de votre organisme. Donc voilà pour les obligations avant l'audit et pendant l'audit. Donc ce qui va changer pendant l'audit de surveillance, c'est les indicateurs qui vont être audités. Pour les organismes de formation qui ont été audités de façon classique, j'ai envie de dire en audit initial, vont avoir un audit de surveillance qui ne va pas comprendre tous les indicateurs. Pour ceux qui l'ont vécu, j'ai vu des personnes inscrites qui étaient à leur niveau de renouvellement, qui avaient déjà passé leur surveillance. Donc, pour ceux qui ont déjà passé leur surveillance, pour la majorité d'entre vous, vous avez fait un audit de surveillance d'une demi-journée sur l'ensemble des indicateurs. C'est quelque chose qui est très lourd.
que ce soit pour vous, organisme de formation, comme pour l'auditeur. Le délai est très court, c'était très difficile à tenir. Et donc là, le ministère a modifié cette pratique et il y a des indicateurs qui ne seront pas forcément vus en surveillance. Donc là, ça va dépendre de la façon dont a été fait l'audit initial, ça va dépendre des non-conformités qui auront été signifiées lors de l'audit initial. Et il y a un point, on y reviendra tout à l'heure aussi, pour les nouveaux entrants, ce point ne sera pas applicable. Pour les nouveaux entrants, on verra vraiment tout. Donc voilà, des modalités d'audit aménagées. Donc là, vous aurez le plan d'audit en amont de l'audit pour vous dire quels indicateurs seront vus, tout en sachant que vous êtes sous surveillance, votre organisme de formation est sous surveillance pour vérifier que le référentiel national qualité est bien appliqué. Donc, vous devez respecter ce référentiel national qualité dans sa totalité pendant toute la validité de votre certification. Et puis, pendant l'audit, donc c'est ce que je disais précédemment, l'auditeur va vérifier cette obligation d'affichage et de communication du certificat. C'est un point supplémentaire qu'on va regarder. Un commentaire, François? Non, je n'ai pas de commentaire. Je dirais, tout ça, c'est très administratif. Voilà, mais donc là, l'idée, c'est que on ait nous un process grâce à Noé qui soit pour vous le plus simple possible, mais ça me paraît difficile de se projeter. Voilà, ça me paraît compliqué de se projeter parce que c'est un ensemble de choses très simples qui prennent quelques secondes, voire quelques minutes quand c'est bien fait. Et donc là, je dirais c'est plus le digital le digital est là pour ça, pour traiter tout ça et je pense que Noé vous donnera des informations précises sur ce que vous avez à faire, les documents qu'il faut fournir, etc. Là, c'est un de nos atouts de pouvoir pas avoir ça en tête et de suivre le parcours sur Noé pour que ce soit simple. Il y a une question de Lucie Cabourdin. Est-ce que cela veut dire que tous les indicateurs concernant des non-conformités majeures seront audités? Oui, c'est Alors, tout moi, à ce que fait j'ai ça. compris, Vous avez bien oui, c'est compris. ça. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. S'il y a une non-conformité majeure, qu'elle a été corrigée, ce sera voilà. Une question par rapport au BPF. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le BPF? Avant, pour Datadoc, c'était eux qui nous fournissent le formulaire et maintenant, c'est qui l'envoie? En fait, c'est vous, quand vous avez une activité de formation, et un NDA, donc au mois de avril, mai, juin, vous devez envoyer le bilan pédagogique et financier. Donc là, vous trouvez le formulaire sur le site de l'ADRIETS ou de l'ADRETS. C'est à vous de le chercher, c'est à vous de le faire. Ouais. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre NDA et par conséquent, Calliope est suspendu jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre NDA. On en a quelques-uns qui se sont fait prendre cette année. Ouais. Et une question de Maëlle. Et pour l'audit de renouvellement, qu'en est-il? On y vient. Tac, habile transition. Merci Néné. Oui. Donc tout à fait, pour faire la transition, il y a des modifications aussi de l'arrêté du 31 mai qui concernent l'audit de renouvellement. Elles vont concerner essentiellement l'avant-audit. Donc là, on retrouve toujours cette transmission de documents. Ce seront les mêmes que pour l'audit initial. Donc votre organigramme, la description des activités, le dernier BPF, les informations concernant le statut et le dirigeant. Voilà, c'est exactement les mêmes informations pour l'audit de renouvellement que pour l'initial. Et puis, ce qui est modifié aussi, c'est précisé plutôt dans l'arrêté du 31 mai, c'est la planification de cet audit de renouvellement. Donc, l'audit de renouvellement, il doit être réalisé avant l'échéance du certificat, dans un délai compatible avec la levée des non-conformités majeures. C'est ce que nous dit l'arrêté. Donc, concrètement, vous devez réaliser votre audit de certification, de renouvellement de certification
en gros 4 mois avant la date échéance de votre certificat. Ces 4 mois vous permettront de traiter les non-conformités majeures s'il y en a, il n'y en a pas toujours, mais s'il y en a, ça vous permettra de les traiter de manière sans stress et vous aurez tout le délai nécessaire pour les traiter. Et ça permettra à ICPF de traiter votre dossier avant l'échéance de votre certificat. Et comme ça, avant la date d'échéance de votre certificat, vous aurez déjà de près votre nouveau certificat Calliope qui sera prêt à prendre le relais dès l'échéance du certificat numéro 1. Vous aurez le numéro 2 derrière qui sera à jour. Et donc concrètement, pour réaliser votre audit de renouvellement 4 mois avant la date, vous devez le planifier en amont de ces 4 mois. Donc, planifiez-le 6 mois, 8 mois avant la date échéance. Vous vous connectez sur Noé, vous faites votre demande de planification de renouvellement. Et comme ça, vous avez votre date et c'est sans stress pour vous. Oui, là je précise que vous devez être moteur sur la surveillance comme sur le renouvellement et faire en sorte que ça soit fluide et pas voilà, on a un certain nombre de clients qui discutent et qui comprennent pas que c'est comme un billet d'avion. L'avion, il part. Donc, si vous restez au comptoir à négocier, ça va pas empêcher l'avion de partir, quoi. Donc là, il y a une notion de délai qu'il faut bien intégrer et certains d'entre vous, vous avez pas encore bien compris. Alors nous, on n'a pas su vous le faire comprendre, hein, mais là, faut bien comprendre que là, vous devez être moteur et prendre en main ça pour que ça se passe de manière fluide et économique. Nous allons sur les changements terminer avec les cas spécifiques. Donc, qu'en est-il du transfert et de l'extension? Je réponds avant, Alors, là, il y a une question de Marie Desouveau, là, qui est Oui, enfin, peut-être qu'elle a compris ma réponse, mais voilà, si votre certificat, il doit être renouvelé au 30 mai, il faut qu'il y ait un audit validé, donc un rapport positif avant le 30 mai. Votre certificat, il repart du 30 mai, il repart au 30 mai, donc ça doit être à 31 mai, donc il repart au 1er juin. Voilà. 1er juin, voilà, il repart le lendemain, vous voyez, donc et on peut pas modifier, cette date ne glisse pas, voilà. si Vas-y, François, Déné. on passe donc au cas spécifique du transfert et de l'extension. alors, concernant les modifications de l'arrêté pour les transferts, donc, ce qui a été précisé par l'arrêté, c'est que vous pouvez transférer votre certificat Calliope dans les mêmes conditions qu'actuellement définies, mais uniquement auprès d'un certificateur accrédité. Donc, un certificateur qui a obtenu l'accréditation auprès du COFRAC. Et si ce n'est pas le cas, si vous transférez chez un certificateur qui n'est pas encore accrédité, vous devrez repasser un audit initial, refaire une demande d'audit initial. C'est comme si vous redémarriez la démarche dans son entièreté. Donc ça, c'est une précision qui a été apportée par l'arrêté. Et puis, toujours concernant le transfert, l'autre précision, c'est que si vous êtes certifié dans un organisme de certification qui n'obtient pas son accréditation par le COFRAC ou qui la perd, eh bien, lorsque vous allez demander votre transfert de certification chez ICPF qui est accrédité, eh bien, ICPF devra faire un audit complémentaire à réception du dossier parce que justement, votre ancien organisme de certification qui a délivré la certification a perdu son accréditation. Ça a été précisé suite à une situation qu'on a rencontrée l'année dernière avec un organisme de certification à qui l'accréditation a été refusée parce que le COFRAC s'est aperçu et le ministère se sont aperçus qu'il y avait eu des fraudes et des certificats Calliope délivrés sans audit et sans vérification. Donc, ils imposent maintenant cette obligation-là d'un audit complémentaire lorsque l'organisme certificateur émetteur du certificat a perdu son accréditation ou ne l'a pas obtenu. Voilà, c'est un renforcement de la qualité de la prestation des organismes certificateurs.
En ce qui concerne les cas spécifiques des extensions et notamment des extensions multisites. Donc, la première modification, c'est que lors de toute demande d'extension, que ce soit extension pour rajouter un site ou extension pour rajouter une catégorie d'action, vous allez devoir fournir le dernier BPF lors de votre demande d'extension. Donc ça, c'est quelque chose qui a été modifié par l'arrêté, mais concrètement, pour nos clients ICPF, ça ne va rien changer pour vous parce que c'est quelque chose que nous, on demandait déjà. Donc là, une modification, mais c'est plutôt une précision pour nous. Et ensuite, en ce qui concerne les multisites, donc là, c'est des modifications claires. Si vous êtes organisme de formation multisite, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sites et que vous voulez rajouter encore des sites. Vous aviez 3 sites, un à Bordeaux, un à Paris, un à Marseille. Vous voulez rajouter Nantes et Strasbourg. Eh bien, vous allez devoir demander votre extension pour Nantes et Strasbourg et l'échantillonnage de l'audit d'extension réalisé ne va prendre que cet ajout. Donc, on ne va échantillonner que sur Nantes et Strasbourg, plus la fonction centrale qui est systématiquement auditée. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on échantillonnait sur l'ensemble des sites. Donc maintenant, c'est vraiment que ce qu'on rajoute, plus la fonction centrale. Et puis, une subtilité aussi qui a été rajoutée dans l'arrêté. Si vous êtes un organisme de formation, monosite, classique, vous avez un seul lieu de formation, et vous voulez vous ajouter des sites, vous créez des sites de formation. Eh bien là, ce que nous dit l'arrêté du 31 mai, c'est que ce ne sera pas une extension que vous allez devoir faire, mais un nouvel audit initial avec une nouvelle contractualisation auprès de votre certificateur, votre organisme de certification. Donc, en gros, si je suis multisite et que je veux rajouter des sites, mon périmètre est réduit. Si je suis monosite et que je crée des sites, je fais un nouvel audit. Voilà pour les modifications de ces 2 cas spécifiques. Un commentaire, François? Non, j'ai pas de commentaire là, c'est très spécifique. Exactement. Et c'est tellement spécifique qu'il y a Catherine Pichette qui demande site, monosite, multisite, pouvez-vous spécifier? Là, ça a été précisé pour ce qui est un monosite ou multisite, mais qu'est-ce qu'un site en tant que tel? Alors concrètement, selon l'arrêté du 31 mai et puis l'arrêté précédent du 6 juin 2019, un site, c'est défini par 2 critères. Pour être identifié comme un site au sens de la réglementation, il faut remplir ces 2 critères. Le premier, c'est avoir du personnel permanent sur ce site. Concrètement, du personnel, donc c'est-à-dire des personnes qui sont en contrat de travail à durée indéterminée, donc soit à temps partiel, soit à temps plein, hein, peu importe, mais avoir du personnel permanent sur ce site. Donc des personnes sur lesquelles le contrat de travail, c'est noté que leur lieu de travail, c'est telle adresse. Par exemple, un site à Nantes, leur lieu de travail, c'est Nantes. Et la deuxième caractéristique d'un site, c'est que sur cette adresse-là, à Nantes, il doit y avoir des actions qui sont effectuées. Donc, c'est-à-dire de l'animation de formation. Mais ça peut être aussi uniquement des actions commerciales, des actions d'ingénierie pédagogique, des actions administratives. À partir du moment où vous avez un lieu dans lequel j'ai du personnel permanent et j'ai des actions qui sont faites en lien avec la certification, bien entendu, ça devient un site. Si j'ai un de ces 2 critères-là qui n'est pas rempli, ça n'est pas un site. Merci pour ces précisions, Sarah. Et nous allons du coup finir par le focus sur quels sont les changements pour le nouvel entrant. Qu'est-ce qu'un nouvel entrant? Alors, tout d'abord, la définition du nouvel entrant, elle a été précisée par cet arrêté. Donc, l'arrêté du 31 mai nous dit qu'un nouvel entrant, c'est un organisme qui est dans sa première année d'activité ou qui débute son activité sur une nouvelle catégorie. Donc, vous venez de créer votre organisme de formation. Pendant 1 an, vous êtes considéré comme nouvel entrant. Ou vous avez déjà un organisme de formation et vous faites de la formation continue, vous rajoutez à votre catalogue de prestations le bilan de compétences. Eh bien, pendant 1 an, vous serez considéré comme nouvel entrant sur le bilan de compétences parce que vous venez de rajouter cette catégorie d'action. Voilà, ça c'est la définition du nouvel entrant et ça s'applique quelle que soit la catégorie à laquelle vous êtes certifié ou vous prétendez à la certification, y compris le CFA. Et pour
effectuer l'audit initial, donc ça on en a déjà parlé, pour effectuer l'audit initial en tant que nouvel entrant, vous devez avoir mis en œuvre une action dans la catégorie d'action que vous prétendez à la certification. Donc ça, de mémoire, je crois qu'on a plus de précision après aussi. Exactement. Et deux questions qui étaient posées par rapport aux nouveaux entrants. La première, c'est les nouveaux entrants sont-ils considérés comme nouvel entrant à partir du 9 septembre, du 9 juin, pardon, du 9 juin. Et la deuxième, c'est est-ce que les futurs entrants, est-ce que ça concerne les futurs nouveaux entrants à partir du 1er septembre ou est-ce également les entrants déjà certifiés? On parle toujours de la notion de rétroactivité. Alors, la définition de nouvel entrant existait déjà précédemment. Elle a été précisée par l'arrêté du 31 mai. Donc, cette notion de nouvel entrant, elle est déjà applicable. Sauf que la définition précédente, c'était un organisme qui commence son activité. Ce n'était pas très précis. Mais les obligations spécifiques et le fait de faire des audits initiaux en tant que nouvel entrant, c'est quelque chose qu'on appliquait déjà. À partir du 1er septembre, et pour être considéré comme nouvel entrant, c'est cette définition-là qui s'applique, donc être dans sa première année. Donc, c'est plus vient de commencer, c'est plus précis, être dans sa première année. Ça s'applique au 1er septembre, en effet. Et pour la deuxième question, j'aimerais que tu la répètes, s'il te plaît, Némi. C'était par rapport à la publication au 9 juin, mais la première réponse, la réponse que tu as donnée permet de répondre également. On va poursuivre. Et qu'en est-il du cas du nouvel entrant sous-traitant avec NDA? Donc, le nouvel entrant, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu juste là précédemment, il doit avoir mis en œuvre avant l'audit, et puis même tout candidat à l'audit initial doit avoir mis en œuvre au moins une action par catégorie pour déclencher l'audit. C'est un prérequis au déclenchement de l'audit. Mais mis en œuvre, on l'a vu, c'est débuter une activité, contractualiser, faire l'analyse du besoin, c'est pas forcément l'avoir terminé. Et mis en œuvre, c'est pas forcément en direct, c'est pas forcément financé. Donc, l'action que vous devez avoir mise en œuvre pour effectuer l'audit initial, ça peut être une action non financée, ça peut être une action commencée mais non terminée, ça peut être une action réalisée en sous-traitance également. C'est en gros toutes les actions que vous présentez pour obtenir le NDA, c'est des actions que vous pouvez présenter pour obtenir Calliope. On s'aligne sur cette obligation-là. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous présentez par exemple une action qui a été faite en sous-traitance, là, vous devrez quand même devoir apporter des preuves. Un audit, l'auditeur, il est là pour vérifier la conformité. Il n'est pas là pour chercher la non-conformité, il est là pour vérifier la conformité. Mais un auditeur n'a pas le droit de vous croire sur parole. Donc, systématiquement, dès que vous avancez quelque chose en audit, vous présentez la preuve. Et c'est là où il peut y avoir une difficulté si c'est une action qui a été faite en sous-traitance, c'est d'apporter la preuve. Donc, assurez-vous bien en arrivant à l'audit que vous avez les preuves nécessaires que pourront vous demander l'auditeur. Et pour ça, toutes les informations sont dans le guide de lecture du référentiel national qualité, notamment avec, pour chacun des indicateurs, un pavé preuve qui vous donne des exemples de preuves que vous pouvez fournir. Une question justement par rapport à la sous-traitance. Qu'en est-il de l'audit de surveillance si on a été justement depuis l'audit initial, si les prestations ont été uniquement en sous-traitant, réalisées en sous-traitance? On va être dans le même cas. Vous pourrez présenter lors de l'audit de surveillance les preuves d'activités effectuées en sous-traitance. Elles seront acceptées par l'auditeur. Et c'est ces preuves-là qui permettront d'attester de la conformité de l'indicateur. L'esprit, c'est que vous soyez en maîtrise de la qualité du processus. Donc, que vous soyez en capacité, dans le cas de Calliope, de présenter des preuves.
Voilà. C'est-à-dire on voit bien que vous démontrez que vous portez la qualité et le respect des indicateurs Calliope. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est intervenant, vous en conviendrez. Et on va donc au niveau des Oui, c'est ça, cas. Monsieur Doumanji. Oui, les Oui, preuves, ce sont des documents d'un autre organisme que le vôtre. Alors, il faudrait, voilà, c'est ça. nous allons finir donc les cas sur celui du nouvel entrant. Si je suis nouvel entrant CFA, quels sont des changements si je dois prétendre à Calliope? Alors, ça correspond à une question que j'ai vue passer, il me semble, donc ça me permettra d'y répondre en même temps. Exactement, oui. Sur les actions de formation par apprentissage. Donc, si vous êtes un nouveau CFA qui vient de se créer, vous allez être considéré comme nouvel entrant, bien entendu, et en tant que CFA nouvellement créé. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un décret de 2021, le décret du 28 décembre 2021, qui a modifié le Code du travail. Et ce décret indique que lorsque vous êtes CFA, vous avez un délai de 6 mois dans lequel les actions en tant que CFA sont finançables, à condition que vous prouviez que vous êtes engagé dans la démarche Calliope. Concrètement, vous signez votre convention de formation par apprentissage. Vous commencez votre premier contrat par apprentissage. Vous demandez votre certification Calliope en contractualisant avec ICPF. Et là, vous avez, à partir de la date de contractualisation de la formation, vous avez 6 mois pour obtenir Calliope. Donc, vous pourrez présenter à l'OPCO votre contrat avec ICPF et l'OPCO pourra vous financer pendant un délai de 6 mois. Et une fois que Calliope a été obtenu, la question ne se pose plus. Et toutefois, il peut y avoir des difficultés si vous n'obtenez pas cette certification dans un délai de 6 mois. Mais à partir du moment où vous êtes engagé dans la démarche, vous avez un contrat avec un certificateur, le Code du travail indique que vous avez un délai de 6 mois pour obtenir la certification. Donc, concrètement, vous montez votre session, vous contractualisez, vous demandez Calliope en parallèle et tout s'enchaînera. Et donc, enfin, pour les certifiés, pour un certifié nouvel entrant, quels sont les changements à l'audit de surveillance? Alors là, on est dans le cas où j'ai passé mon audit initial, j'étais nouvel entrant. Donc, je venais de créer mon organisme et je me lançais dans la formation et dans la démarche qualité. J'arrive maintenant, aujourd'hui, à mon audit de surveillance. Donc là, les changements de l'arrêté du 31 mai, c'est que l'ensemble des indicateurs vont être audités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les changements de l'arrêté du 31 mai pour l'audit de surveillance, c'est qu'on ne va pas forcément auditer tous les indicateurs. Là, on a une exception pour ceux qui ont été audités en tant que nouvel entrant à l'audit initial. Là, on voit tout. Parce qu'en tant que nouvel entrant à l'audit initial, il y a des indicateurs qu'on ne voit pas. Il y a des indicateurs qu'on ne voit que partiellement. Donc là, à l'audit initial, on vous donne votre certification, on vous fait un chèque en blanc sur au moins 2 ou 3 indicateurs et on dit on vérifiera à la surveillance. Et là, voilà, maintenant on y est à la surveillance et on vient vérifier que ce que vous avez déclaré, ce que vous aviez prévu, est bien mis en place. Et donc pour ça, pour pouvoir auditer l'ensemble des indicateurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure également, la durée d'audit, elle est rallongée. Et donc, la durée d'audit pour quelqu'un qui a été audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial, la durée d'audit de surveillance, elle est majorée de 0,5 jours, une demi-journée. Quelle que soit la durée d'audit de surveillance de base calculée, si j'avais un audit de surveillance normalement à 0,5 jours, elle sera majorée de 0,5 jours, j'arrive à 1 jour d'audit de surveillance. Si j'avais 1 jour et demi d'audit de surveillance, j'en aurais 2. J'aurai 2 jours d'audit de surveillance. Voilà. Et ça, c'est pour pouvoir auditer confortablement
et sans stress et sans se presser, l'ensemble des indicateurs. Donc l'avantage pour vous, en tant qu'organisme qui a été audité en tant que nouvel entrant à l'initiale, lors de la surveillance, vous aurez plus de temps, donc plus de confort pour faire la démonstration de votre conformité sur les actions que vous avez effectuées depuis la délivrance de la certification. Plus de confort, moins de stress, plus de temps. Merci Sarah. Et on arrive à la fin donc, du webinaire. Quels sont les points essentiels à retenir? Alors, les points essentiels qu'on a abordés aujourd'hui, ça concerne donc les changements de l'arrêté du 31 mai. Donc, on les a vus. La communication de votre certificat qui devient obligatoire. Les modifications des modalités de planification de votre audit avec des documents à apporter. Donc ça concerne tout le monde. Ensuite, les modifications qu'on vient de voir si j'étais nouvel entrant à l'audit initial. Donc là, je vais avoir des modifications sur mon audit de surveillance avec les indicateurs audités, la majoration de la durée. Et bien entendu, les deux derniers points les plus importants, j'ai envie de dire, à retenir, c'est ne pas attendre pour planifier son audit. Donc l'audit de surveillance, vous pouvez le planifier dès le 8e mois après votre certification. Et même si vous planifiez un audit dans 6 mois, dans 1 an, dans 8 mois, faites la démarche maintenant, vous avez une deadline, vous êtes tranquille. Et puis, ça vaut également pour l'audit de renouvellement, bien entendu. Soyez actif et maître de votre propre certification pour ne pas la subir. Et bien entendu, l'assistance de ICPF qui est disponible via le service client, accessible directement depuis la plateforme Noé où vous pouvez poser toutes vos questions. Merci Sarah. Un mot à rajouter, un commentaire, François, avant de passer aux questions-réponses? Oui, bah on pensait que on avait prévu une durée d'1 heure de ce webinaire et on voit que il y a énormément de questions et le soin qu'on prend à répondre nous a fait déborder le temps. Bon, c'est ce qui se passe à chaque fois en fait. Hein, voilà. Donc là, je dirais, ce qui est important pour les nouveaux entrants, c'est de bien comprendre cette durée d'audit. On a mobilisé une quinzaine de personnes, de collaborateurs pendant tout l'été pour vous appeler. Voilà, donc si vous n'avez pas été appelé, appelez-nous, contactez-nous par service client pour qu'on planifie votre audit de surveillance. Voilà. Et sinon, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches à tous. Et on va continuer sur cette voie magnifique de la qualité. Merci François. Vous êtes encore 170 à être présents avec nous, donc on va poursuivre et prendre quelques questions. Avant de passer donc à ces questions-réponses, la question a été posée, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par email à la suite du webinaire. Une fois complété, la présentation, donc le support ainsi que le replay vous sera adressé. Et pour tout contact, vous avez dans votre espace Noé, le service client, contactez nous, une équipe à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Et comme François et Sarah l'ont indiqué, planifiez votre audit dès maintenant si ce n'est pas encore le cas et vous avez la possibilité de planifier un rendez-vous avec notre équipe. Alors, une question de Céline Lamouret. Un nouvel entrant à l'initial, nous avons été audités sur tous les indicateurs. Voulez-vous dire par là que nouvel entrant à l'audit initial ayant bénéficié de non-vérification parce que déjà labellisé avant Calliope? La question n'est pas... Est-ce que Sarah ou François, est-ce que vous aviez compris la question? Alors, donc si j'ai bien compris, vous indiquez que vous avez été audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial, mais que tous les indicateurs ont été vus. Alors, normalement, à l'audit initial, en tant que nouvel entrant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 indicateurs qui ne sont pas vus, mais par contre, vous les retrouvez quand même dans votre rapport. Donc, c'est bien indiqué dans le rapport que cet indicateur sera vu lors de l'audit de surveillance. Donc là, ça concerne que 2 indicateurs sur les 32. Et puis,
il y a des indicateurs, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont vus que partiellement. Par exemple, la veille, les 3 indicateurs de veille. Lorsque vous êtes nouvel entrant, on va regarder la veille que vous avez mis en place, mais on ne va pas regarder son exploitation. Et il est bien indiqué dans le rapport que l'exploitation sera vue lors de l'audit de surveillance. Donc, c'est ça, en fait, qui fait la différence en tant que nouvel entrant. Donc, si vous avez été audité en tant que nouvel entrant, normalement, c'est ça qui a été appliqué pour votre organisme et c'est ça que vous retrouvez dans votre rapport. Donc, vous pouvez relire votre rapport d'audit et éventuellement revenir vers nous si jamais vous avez d'autres questions plus précises. Une question de Thierry Cosra. Si l'organisme de formation n'a pas de local, ça rejoint une autre question aussi. L'affichage se fait-il au siège social, domicile perso? Alors, c'est la même chose que la question qu'on a eue tout à l'heure sur le site internet où François a dit non, ne créez pas de site internet juste pour afficher votre certificat. C'est pareil, ne prenez pas un local juste pour afficher votre certificat. Si vous n'avez pas de local ou si vous n'avez pas de site internet, eh bien, c'est pour ça que l'arrêté nous dit vous devez afficher sur votre site internet et dans votre local, mais il ne nous dit pas vous devez avoir un site internet et un local. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté ou communiquer à chaque demande et communiquer à chaque demande. Donc, si vous n'avez pas de local, vous n'allez pas l'afficher dans votre salon où personne ne vient, où vos stagiaires ne viennent pas. Le but, comme le disait François, c'est que les stagiaires voient votre certificat et sachent vers quel certificateur se retourner si jamais ils rencontrent un problème. Et donc là, vos stagiaires, ils ne viennent pas chez vous, à votre domicile. Donc, vous devrez le communiquer sur demande. Voilà, mais pas d'affichage obligatoire dans ces cas-là, bien entendu. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait dans vos conditions générales, enfin, oui, pour être strictement dans le texte, il faudrait que dans vos documents, il est mentionné que le certificat peut être remis sur demande. Bon, idéalement, c'est qu'il soit dans les documents que vous remettez à votre client. Voilà, je pense que c'est dans le cas particulier, vous n'avez pas de site et pas de local. Voilà. Une question de Steven Ball. Bonjour. Si changement d'adresse de site, devient-on nouvel entrant si ce changement a moins d'1 an avant la mise en œuvre du nouveau décret? Alors non, rien à voir parce que là c'est changement de site. Non, le changement de site ne fait pas de vous un nouvel entrant. Ce qui fait de vous un nouvel entrant, c'est le fait que vous n'ayez pas d'activité, que vous commencez l'activité dans une catégorie donnée. Alors, vous pouvez voir, Clémentine Laforêt, vous pouvez voir, vous allez sur Noé, vous allez dans votre rapport, et là, dans le rapport, c'est marqué si vous avez été audité, si votre organisme a été audité en tant que nouvel entrant ou pas. Bien, je propose qu'on conclue parce que sinon on va... Oui, en effet, là, il y a encore 150 personnes, mais en effet, on va conclure puisqu'on a largement dépassé le timing. Donc, comme rappelé, donc, le support vous sera envoyé et nous restons à votre écoute pour toute question via le service client et surtout, planifiez dès maintenant votre audit. Vous aurez donc le lien pour accéder à la planification. Un dernier mot, Sarah et François. Merci à tous pour vos nombreuses questions. On tâchera d'y répondre en asynchrone, bien entendu, pour ne pas laisser de questions sans réponse. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur le service client si vous avez des questions. Et j'insiste aussi, comme Néné, planifiez en avance votre audit de surveillance directement sur Noé, votre audit de renouvellement en nous contactant directement. Merci à vous pour votre confiance. Merci à Néné et à Sarah qui s'est proposée spontanément pour animer ce webinaire hier. Et elle nous a été très utile finalement. Merci beaucoup. Exactement. Merci François, merci pour la qualité de l'intervention et surtout souligné par une bonne partie des participants sur le fait d'avoir donné sens à ce décret. Merci également à Sarah pour la pertinence je reviendrai alors. Et des interventions. Exactement. Merci à tous et on vous dit à très bientôt. Merci pour votre confiance. Très belle fin d'été.